Salut les découvreurs et les découvreuses. Si je vous parle de conquête spatiale, un tas de noms vous viendront en tête, mais malheureusement pas celui de l'une, voire de la personne la plus importante de cette époque. Le 26 août 1918, à White Sulphur Springs, vient au monde Katherine Coleman. Sa daronne, Joylette, est enseignante, et son daron, Joshua, est fermier. Il est aussi bûcheron, mais pas n'importe quel type de bûcheron. Il a la particularité d'être un génie en mathématiques. Le mec, c'est une tête. Et la légende voudrait que rien qu'en regardant un arbre, il serait capable de calculer exactement le nombre de planches ou de morceaux de bois qu'il pouvait en tirer juste en le coupant, et en le taillant, en le travaillant et en le mangeant. Non, peut-être pas en le mangeant, là j'abuse peut-être un petit peu. Dernière de 4 enfants, son entourage va très vite se rendre compte que Catherinette a un petit truc en plus. C'est une tête. La go a 4 ans, ses parents faisaient exprès d'épeler des mots pour pas qu'elle comprenne, et vous savez quoi? La meuf, elle débarque tranquillement, comme ça, en marchant, elle voit ses parents, elle leur dit: "Oh papa, maman, pas besoin d'épeler les mots, hein, vous savez, je comprends. Moi qui suis daron, j'imagine même pas l'insolence de la scène." Et elle a aussi hérité de la bosse des mathématiques. Enfin, là c'est plus vraiment une bosse vu son niveau, c'est plus le Mont Blanc des mathématiques. Niveau études, vous avez capté que c'est quand même quelque chose d'assez facile pour Catherinette. Elle saute pas mal de classes. Malheureusement, la famille Coleman vit dans une ville et une époque dictée par la ségrégation. Ce qui fait que les dirigeants blancs ont estimé que le peuple noir n'avait pas spécialement besoin d'être cultivé. En gros, s'ils savaient faire 2 phrases, faire leur lacet et compter 2 par 2, c'était déjà très bien. Sauf que le daron Coleman, il est pas vraiment de cet avis-là. Voyant que ses enfants vont être privés d'un futur bon et bel avenir, il décide de vendre toutes ses affaires, Joylette démissionne, et les voilà partis tranquillement à 200 km de là pour que ses enfants puissent faire des grandes études dans des grandes écoles réservées aux Noirs. Bon là, niveau information dans l'histoire, ça se barre un petit peu en couillasse. Mais là où les articles sont plus ou moins d'accord et de ce que j'ai pu en tirer, c'est qu'elle obtient l'équivalent du bac aux États-Unis, et au moment de ses grandes études, elle aura la chance d'avoir comme mentor l'un des premiers noirs à avoir obtenu une thèse en mathématiques. Et d'ailleurs, elle sera tellement forte que le pauvre poteau sera obligé d'inventer des nouveaux exercices de maths assez régulièrement pour la maintenir à niveau. Tout le monde l'encourage à continuer ses études le plus longtemps possible et de trouver un travail dans son domaine de prédilection. Sauf que on est dans les années 30, en pleine période de ségrégation. Donc pour les Renois, il suffit pas de juste traverser la rue pour trouver du travail. Et encore moins pour les femmes de couleur. Par chance, elle finit par trouver un travail d'enseignant. Même si à cette époque, elle est très fortement au courant que les enseignants sont mal payés, maltraités et tutti quanti. Mais ça lui permet de continuer à se perfectionner dans son domaine de prédilection et d'avoir assez de sous pour se substanter. Donc, à force de persévérance, la voilà qui déménage en Marion. En Marion. Ah non, dans la ville de Marion en Virginie. Pardon, je confonds avec une pote à moi. En 1939, il lui arrive 2 choses. Premièrement, elle trouve l'amour et se marie avec James Goebel. Deuxièmement, elle est sélectionnée avec 2 autres afro-américaines pour intégrer un cursus de 2e cycle d'études en mathématiques qu'elle décidera d'abandonner à la fin de la première année, après la révélation de sa grossesse. Comme je vous le disais, on est en pleine époque de ségrégation, et les Noirs sont moins bien traités et avec un salaire moins bien évalué que les Blancs. Surtout qu'à cette époque, un blanc est considéré comme avoir plus de valeur qu'un noir. Cette situation fait que les fins de mois sont pas forcément fifou pour la famille Goebel, un peu comme les miens, sauf que eux, ils ont 3 enfants à charge, et ils sont noirs en période de ségrégation. Rien à voir. Au bout de quelques temps, Catherinette est embauchée à la NACA. Enfin, surtout par le secteur de recherche aéronautique, qui recherchait des ordinateurs à jupe. En gros, son emploi, comme le nom l'indique, c'est qu'elle est chargée de faire des calculs toute la journée. Mais ça l'éclate. Enfin, ça l'éclate. Surtout les 2-3 premières semaines, on va pas se mentir, parce que faire des calculs toute la journée, même si t'es passionné de mathématiques, au bout d'un moment, tu te fais yesh, quoi. Mais bon, elle gagne 3 fois son salaire de prof, et surtout, elle est mieux traitée et mieux respectée
que quand elle était enseignante. Puis surtout, ça fait partie de son rêve, elle se plaint pas, elle reste et elle décide de bosser comme Kat sans jamais se plaindre. 6 mois plus tard, elle obtiendra une sorte de promotion. Catherine sera temporairement affectée à un groupe d'ingénieurs masculins. Sauf que la pote, elle va pas en rester là. Non, 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 non. Elle va faire en sorte que tout le monde la remarque, qu'elle soit considérée comme indispensable grâce à son talent, son intelligence et son savoir-faire. Et de temps en temps, elle check son boutique pour des billets devant tous les ingénieurs. Je suis fatigué. Sur le coup, elle s'en bat les germaines de la ségrégation. Elle est là, coup de boule dans la porte et s'impose à des réunions où les femmes, et encore plus les femmes de couleur, ne sont pas autorisées. Malheureusement, James décède. Catherinette et les 3 filles sont tristes. Cathy ne fait pas son deuil parce qu'elle n'a pas vraiment le temps comparé à vous de prendre 10 secondes pour vous abonner à cette chaîne. Bref, la Lassie, elle n'a pas vraiment le temps de faire son deuil. Les Russes ont lancé la conquête spatiale en envoyant le premier satellite dans l'espace, Sputnik. Et clairement, les USA, ils aiment pas trop ça. La guerre froide, tout ça, tout ça. La NASA est fondée à la place de la NACA et le but est de clairement rattraper leur retard sur les soviétiques. Et c'est là que notre chère Catherine va réellement prendre de l'envergure. Voyant son haut potentiel intellectuel en mathématiques et en logique, les dirigeants de la NASA et le gouvernement décident de lui faire intégrer la Space Task Group, une unité de recherche spécialisée dans l'aérospatiale composée d'hommes blancs fort intelligents. En 1961, c'est clairement la consécration. La voilà chargée des calculs de trajectoire pour le premier vol spatial pour un astronaute américain. J'imagine même pas la pression, elle devait avoir le rectum tout sec comme ça. La moindre erreur de calcul de ne serait-ce que 1 ou 2 chiffres, et il n'y a plus de navette. Et d'astronautes aussi. Mais c'est un succès, donc tout va bien. 1 an après, Catherine est à 2 doigts de se faire licencier. La NASA a décidé d'intégrer des ordinateurs dans leur groupe, et toutes les femmes chargées des calculs sont tout simplement amenées à rentrer chez leur daron. Par chance, les astronautes, surtout l'astronaute John Glenn, n'ont pas confiance en les ordinateurs. Par contre, ils ont tout à fait confiance en Catherine. Donc, c'est tout naturellement qu'ils leur demandent de recalculer tous les chiffres. Les calculs sont exacts, et Catherine deviendra BFF avec les ordinateurs, travaillant de concordance et vérifiant tous leurs calculs. En 64, il se passe quelque chose de pas vraiment très cool. Suivant les lois ségrégationnistes qui dirigent le comté, personne ne lui donne gloire et reconnaissance à part ceux qui ont travaillé avec elle. Qui explique aussi sûrement pourquoi on ne voit aucune photo d'elle dans les photos de la Space Task Group. En 1969, elle participe au projet Man on the Moon, Apollo 11, et sera chargée des calculs de trajectoire. En calculant très précisément le bon moment, la bonne vitesse et la bonne trajectoire de la fusée. Et c'est à partir de ce moment-là que la NASA décide enfin de lui donner gloire et réussite. Chargée aussi des calculs pour la mission Apollo 13, celle-ci sera malheureusement un échec. Une fois en orbite, un des réservoirs d'oxygène prendra feu et explosera, ce qui rendra impossible tout alunissage ou retour sur Terre. Mais ça, c'était mal connaître Catherinette Johnson. Avec quelques-uns de ses coéquipiers, elle se lance dans des calculs de fou mental qui me donnent la migraine rien que d'y penser, pour permettre aux astronautes de rentrer sur Terre en toute sûreté, et c'est ce qui se passera. Plusieurs années plus tard, Catherinette prendra sa retraite, et fort de son succès, de son talent et de son intelligence, elle sera même récompensée de la médaille présidentielle par Barack Obama en 2015. En 2020, à l'âge de 101 ans, Catherine laissera derrière elle une vie pleine de révolutions, de mathématiques, de progression dans la mentalité de l'époque, et surtout en ayant participé activement à la conquête spatiale et à la victoire de la guerre froide par les Américains. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo qui je l'espère sortira plus vite que celle-là. C'était Ludo en direct de la toile, peace.